Bien sûr, l'ouvrage qui en est sorti, c'est 708 pages et il est hors de question pour moi de prétendre pouvoir résumer une telle somme de connaissances et aussi une rigueur méthodologique et une profondeur dans la perspective et la vision de l'auteur. Abdelkarim a mentionné son enracinement viscéral dans la société, dans sa société. Il utilise un terme technique dans son ouvrage qui est le substrat social et culturel. Ce terme revient de la première page à la dernière page. Il est impossible, et il le dit, l'activité théâtrale est une activité socialisée, hautement socialisable et qui ne peut prendre forme qu'à partir de ce substrat. Vous enlevez le substrat et il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le sentiment qui nous traverse quand on s'intéresse et on essaie de comprendre son œuvre. Alors, je vais essayer de présenter en survolant certains des aspects qui, à mon sens, sont prédominants et qui présentent à la fois le recul que l'objectivité requiert quand on fait un travail pareil, et en même temps essayer d'être fidèle à la pensée et à la pensée de l'auteur, à ses objectifs et à la manière dont il a produit cet énorme travail. Jusqu'à présent, on a commencé, je crois, avec l'équipe à laquelle je rends hommage ici. C'est un travail d'équipe. J'ai peut-être l'honneur de le présenter, mais je maintiens que c'est un travail d'équipe. On a commencé au printemps. J'aime pas tellement ce repère saisonnier. C'était en mars 2017. Et le dernier rapport et réunion qu'on a eu, la dernière réunion qu'on a eue, c'était en mars 2021, avant d'envoyer des épreuves à l'imprimerie. Et il y a eu bien sûr des moments d'arrêt, des moments de doute et aussi des moments de débat intense, parce qu'effectivement, c'est une très lourde responsabilité d'avoir d'une part rester fidèle au travail tel qu'il est dans sa forme, je dirais entre guillemets, artisanale. Mohamed en a parlé tout à l'heure de ce que c'est que faire un travail. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer un exemple, de faire un travail avec une machine à écrire, c'est pratiquement des parchemins, et lui donner une forme d'abord numérisée et une forme académique. Alors là, il y a un aspect, je dirais, qui s'est posé à nous, un problème d'ordre moral qui s'est posé à nous, un problème d'ordre déontologique, c'est que ce travail, l'essence de ce travail, c'est rien d'autre que le résultat de 8 années d'enquête à l'état brut. À l'état brut. Transformer cela en un document répondant à des exigences académiques, telles qu'on les connaît aujourd'hui, nous poser le problème suivant: à partir de quel moment, en voulant transcrire ou transposer ce travail à l'état brut en un travail académique, à partir de quel moment on allait rester fidèle à la nature du travail lui-même et éventuellement nous éloigner de la conception du travail en voulant lui donner une forme académique. Et ça a été le problème qui s'est posé, parce qu'on voulait absolument rester fidèle à ce travail.
Et donc, après, comme je vous disais, de longues réunions et de longs débats, et bien sûr, l'addition d'idées, de trouvailles, les nuits ont porté conseil, etc., on a fini par trouver, mettons, une sorte de compromis qui a donné naissance à un ouvrage qui, à mon avis, est un ouvrage remarquable, qui est un ouvrage de référence, et je pense qu'aujourd'hui, tout département d'art dramatique et tout département de faculté de sciences sociales et humaines doit avoir une copie de cet ouvrage. Je le dis encore une fois, dans le sens technique, l'ouvrage de référence, c'est une encyclopédie, c'est un dictionnaire, et ceci est un ouvrage de référence, tant qu'on n'aura pas un autre travail qui sera d'égale profondeur et d'égale teneur. Alors, encore une fois, je vais survoler certains aspects, et il y a peut-être 2 ou 3 aspects que je pense qui donnent une valeur unique à ce travail. Et il me semble qu'il est impossible de parler de ce travail si on n'aborde pas l'aspect statistique, parce que une de ces caractéristiques qui font qu'il est remarquable, c'est la somme de documents qu'il regroupe, et aussi la somme de manuscrits écrits de façon infiniment petite que nous avons eu, je donnerai une illustration, que nous avons eu des difficultés à retranscrire sous la forme numérisée, sans bien sûr trahir l'original, et en essayant bien sûr de rendre la chose lisible pour les futurs lecteurs de l'ouvrage. Alors, je vais d'abord aborder 4 aspects qui vont reprendre un peu ce que je viens de dire uniquement en termes de présentation. Pour Djelil, l'activité théâtrale est une totalité vivante, extrêmement large et diversifiée de tous les cadres, supports et modes se caractérisant par l'expression théâtrale. Alors, il faut comprendre qu'il y a le théâtre qui est l'aboutissement et la forme esthétique finale de cette recherche, et que ce qui concerne l'essence de ce travail, c'est le processus de l'acte initial qui plus tard pourrait devenir un acte théâtral jusqu'à sa finalisation quand il devient un acte théâtral. Et c'est pour ça qu'il parle d'activité et de tonalité. Et je reviendrai sur ces deux thèmes dans un moment. Alors, la présentation statistique de l'ouvrage de Mohamed du point de vue quantitatif, archives, schémas, photos, compte rendu, PV de réunion et des troupes, accumule une banque de ressources documentaires que tout jeune chercheur se doit de pouvoir consulter. Ce travail est une coupe transversale du paysage social et culturel en effervescence des années 60-70, de la période traitée, perception minutieuse de discours en gestation et ou en compétition pour une reconnaissance nationale. En ce sens, c'est une référence. Le deuxième aspect, du point de vue qualitatif et de la méthode, les processus de recherche mis en application dans cette enquête, qui se déroulent en 2 étapes sur 8 années. 2 étapes, c'est dû tout simplement, ce sont 2 étapes académiques, puisqu'il y a eu d'abord un autre travail de ce type, en 2 tomes qui correspondaient à la soutenance de son 2A, et ensuite, donc 82, et 82 c'est la date d'archivage à l'URASC, et ensuite 84-85 la soutenance du magistère, qui correspond aussi à la date d'archivage du magistère. Il y a dans la bibliographie sur les ouvrages tout ce que la bibliographie, donc ça
les publications qu'il a faites et les travaux qui ont été faits sur son parcours, son œuvre, à la fin, il y a un élément ambigu qui est que, grâce à l'aide de mon ami Abdelkarim Aïdi, un travail, c'est pratiquement l'unique travail qui a été fait, une étude très intéressante sur sur le DEA de l'auteur, mais qui faisait partie de la salle de travail de la faculté des sciences sociales et humaines. C'est inimaginable, la salle de travail, et qui a été fait par quelqu'un à qui je rends hommage, Mansal Mokran, et qui date de 1980, et dans lequel il dit que c'est une étude qu'il a faite à partir de la soutenance présentée par l'auteur. Donc là, il y a un problème. En 1982, 1980, c'est pas un problème, disons, majeur, mais peut-être que s'il s'agit de remettre un peu des repères historiques dans le parcours de l'auteur, il faudrait peut-être tenir compte de cet aspect. Et même la date qui est mentionnée de la soutenance, et il y a une erreur, et c'est mentionné en note, nous avons tenu à maintenir, même les erreurs qu'il y avait, à les maintenir en précisant que, effectivement, ça pouvait être des erreurs, mais c'était uniquement par fidélité au travail. Avec ces erreurs, on les a maintenues. Alors, ces 8 années illustrent avec rigueur les rapports que peut entretenir le chercheur avec le terrain. C'est dans cette perspective, ce travail est en méthodologie, on appelle ça un métadiscours sur le discours. C'est une réflexion méthodologique sur la méthodologie. Et régulièrement, toutes les 80 à 100 pages, vous avez un arrêt. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de chercheur, c'est-à-dire qu'il faisait des pauses et il réfléchissait sur ce qu'il avait fait et ensuite sur ce qu'il allait encore faire. Et c'était toujours une sorte d'évolution dialectique avec le terrain, le feedback du terrain. Et on sentait qu'il y avait une effervescence, un bouillonnement des idées, de la réflexion et bien sûr de la vision qu'il avait de son objet de recherche, en l'occurrence les groupes avec lesquels il vivait pratiquement. C'est dans cette perspective que la démarche de Mohamed Jamil réconcilie les objectifs académiques de l'universitaire avec les spécificités techniques du sujet investigué afin de saisir son essence en contexte. Très important, en contexte. L'historique d'une pratique culturelle dominante dans le tissu social va exposer les problèmes de la ou des langues théâtrales en jonction avec les matériaux artistiques, esthétiques et ou idéologiques du patrimoine national. En effet, l'auteur nous propose de ne pas confondre activité théâtrale et théâtre en tant qu'art. Ce dernier n'est qu'une instance qualitativement supérieure, c'est l'activité dans ses formes traditionnelles. Cette approche a le mérite d'initier une réflexion originale ancrée dans les savoirs endogènes de sa culture pour s'ouvrir sur les savoirs universels. Alors, le dernier point concerne le titre. Je l'avais fait une tout à l'heure et je reviens. Le titre peut induire en erreur, car le mot théâtral, effectivement, tout le monde, quand on voit le titre, il est assez long, on voit théâtre tout de suite, tout le monde va vers théâtre. En fait, le travail n'est pas sur ce terme théâtral, qui lui n'est que l'aboutissement d'une activité, mais il porte sur deux choses fondamentales. Un, sur les activités, c'est-à-dire les processus qui font que quelqu'un, dans son quotidienneté, a une pratique ou une façon de faire ou d'agir pour exprimer des aspects culturels de son vécu, ça peut même être des rituels, et qu'est-ce qui amène cette personne, cet individu, jusqu'à l'aboutissement final, c'est-à-dire faire de ses actes, de ses attitudes, de ses comportements, en faire un métier qui devient, qui fait de lui un acteur du théâtre, un professionnel au sens du métier, hein, pas au sens des professionnels comme on l'entend dans le monde occidental.
Alors, le type numéro d'erreur, car le mot théâtral est un qualificatif, donc un prédicat, alors que la proposition essentielle, c'est le mot activité. Elle recouvre toutes les formes d'expression verbale, corporelle, kinésique, chorégraphique, musicale et mobile, qui, sous des manifestations et contextes culturels variés, peuvent être reprises et adaptées à la scène au titre de la représentation imaginaire des vécus de la communauté de spectateurs. Abdelkrim, tout à l'heure, a fait allusion à Mohamed Jelli en tant que peintre. D'accord. Et c'est en tant que peintre qu'il utilise dans son titre les tonalités groupales. Les tonalités groupales, je ne le savais pas, mais Abdelkrim vient de me le confirmer, c'est un terme technique que l'on retrouve dans deux domaines artistiques assez répandus et connus, mais auxquels, bon, bien sûr, les spécialistes utilisent sans problème, mais auxquels nous, on donne une fonction peut-être tout à fait accessoire, parce que, bon, par exemple, pour les linguistes, le ton, les tonalités, c'est des variations sur des sons. Mais en fait, c'est pas ça, parce que quand on va voir les définitions techniques et des différents, bien sûr, utilisations dans la terminologie de certaines expressions artistiques, les tonalités en peinture, c'est là que je revois, les tonalités en peinture, c'est l'art d'accommoder les couleurs, d'accord, d'accommoder les couleurs et de faire que telle couleur est prédominante par telle autre, sans pour autant avoir une grosse quantité de cette couleur. On retrouve le même terme, tonalité, en musique. Les tonalités, c'est l'art d'accorder les notes de telle façon à produire une harmonie. Et donc lui, quand il tonalité groupale, il parle d'une façon de combiner, de naître, de se développer, ensuite d'atteindre une forme artistique supérieure, comme il le dit, comme si dès le départ, ce sont des tonalités, c'est des groupes qui se constituent, naissent, se constituent, se développent et ensuite finissent par devenir une expression artistique que l'on peut définir comme théâtre. Et donc, c'est à ce titre qu'il faut bien se dire que c'est un travail de sociologue sur ces processus de formation d'un produit fini qu'est le théâtre, et non pas un travail essentiellement sur le théâtre. D'accord ? Il a une somme de connaissances sur le théâtre, et on va le voir. D'ailleurs, il donne les statistiques, et c'est là qu'on va peut-être aborder l'aspect statistique. Alors, l'ouvrage, c'est 708 pages, c'est un magistère, c'est un document original ici, soutenu et constitué de 3 tomes, additionnant près de 900 pages. Là, vous avez 900 pages dans la version originale. Les photos, il y a 94 photos reprises des différentes... c'est des acteurs en action sur la scène ou dans les défilés, les écoles, les usines ou les spectacles où ont été données ces représentations. Les schémas, ceux qui prennent toute la page, il y en a 48, ainsi que des diagrammes qui reproduisent sous forme visuelle la nature souvent éphémère, ainsi que les dynamiques qui traversent la flexibilité et la mobilité de ces groupes dans l'espace et dans le temps. Les tableaux synoptiques, en compte, compte tenu de leur complexité et de la quantité de données qu'ils contiennent, il a été décidé de les scanner. Il y en a 39. Alors là, j'aimerais peut-être, Driss, au secours. Voilà. Les deux tableaux, le manuscrit, voilà. Donc voilà la peinture. Voilà. Ça, c'est le tableau manuscrit. C'est incroyable. C'est une œuvre. C'est vraiment. Et là, attendez le deuxième. Le deuxième, un dernier, la photo. Voilà. Et ça, c'est la retranscription numérique, bien sûr, du tableau manuscrit. Et ça encore, c'est une autre œuvre qui est due, bien sûr, aux dames de la saisie et auxquelles je rends hommage.
Voilà. C'est uniquement pour vous donner une difficulté, une idée de la difficulté à d'une part, reproduire la pensée en étant fidèle à un travail aussi minutieux, aussi précis de l'auteur, et par le biais de la technologie, arriver à maintenir cet aspect et à faire rentrer cette somme de connaissances sur une page A4 et sur un écran d'ordinateur. Alors, il y a bien sûr des documents, des manuscrits dont une partie sont en annexe. Il y en a 184. Il y a 184 pages d'annexe. Il s'agit de documents internes aux troupes, des PV de rencontres, de journées d'études sur le théâtre, de débats, de réunions, de préparation aux différents festivals et rencontres dans les activités scolaires et universitaires aussi. Alors en effet, ce travail résulte d'une recherche s'étalant sur 8 années d'enquête à travers tout le territoire national. Les matériaux avancés portent essentiellement sur près de 700 conglomérats théâtraux. Je vais revenir sur ce terme conglomérat qui est un instrument d'analyse pour l'auteur. Et sur près de 2000 conglomérats recensés ou inventariés sur la période de 1949 à 1980. 1980, c'est l'arrêt de l'enquête. D'accord ? Il y a en Nantes, il y a des allusions au fait que cette enquête va se poursuivre dans le cadre d'un doctorat. Ça fait rire aujourd'hui, sincèrement, mais enfin, c'est incroyable. Le degré d'humilité de la personne, c'est... Enfin, quant aux représentations théâtrales, nous en avons, lui, recensé près de 1500 pièces. Il a assisté à toutes les pièces. Il les a vues. Et thème ou canevas théâtraux. Nous ne fournissons ici qu'un échantillon significatif, c'est-à-dire 200 pièces et conglomérats. Alors voici quelques exemples de tableaux synoptiques sur 200 conglomérats traités. Les tableaux synoptiques, je vous en ai donné une idée. Et je vais aller directement vers un tableau qui est une merveille. Je pense qu'à l'époque, il a fait un travail d'ordinateur. C'est incroyable. Parce que ça, aujourd'hui, on peut peut-être le faire. Alors, il nous donne un descriptif scrupuleusement détaillé des salles de spectacle de l'ensemble du pays. On pourrait même faire une carte des salles de spectacle en Algérie dans les années 70. Voilà. Nature des salles de spectacle et le descriptif. 07 théâtres, tous bien équipés sur 39 villes mentionnées. 32 salles de cinéma. Elles font office de théâtre pour les représentations lors de visites de troupes. Mesure en mètres, longueur, hauteur et profondeur de la scène. Contenance, nombre de places, elle varie de la plus petite, 311, à la plus grande, 1000, les théâtres d'Alger de Sidi Belabès. Je ne sais pas pour Oran, je crois que ça varie à peu près aux environs de 600 à 700, je crois, mais ça reste. Lui, dans son document, il dit 1000, mais je pense que ce n'est pas le cas. 18 salles, sans coulisses ni loges. 11 salles où il n'y a pas de cintre. Ça veut dire que les acteurs viennent poser un par terre. C'est inimaginable. 2 salles avec plancher défectueux. 2 théâtres en voie d'achèvement, tout courte, tout douette. Voilà. Alors, dernier élément, bien sûr, voltage, élément très important pour les accessoires, l'éclairage, le son, le bruitage qui accompagne la représentation. 220 et 380 pour une salle, 110 pour 4, 110 et 220 pour 6, et du 220 pour 25. Voilà, quand on a fait ça, on se dit, bon, là, il y a
un travail incroyable. Donc, je pense que là, les observations descriptives fonctionnelles dans le texte d'illustration, on a couvert cet aspect. Alors, la transposition de l'apport qualitatif. C'est la technique. Alors, la transposition de l'imprimé au numérique, la transposition de 3 tomes du document original en version numérisée a mis en relief l'essence de son homogénéité, en dépit du fait qu'ils correspondent à 2 temps de l'enquête. 2 enquêtes, c'est la même enquête, mais 2 temps de l'enquête. Le premier tome, 243 pages, le tome 2, 265 pages, et le tome 3, 285 pages, dont 121 en annexe en bibliographie. Voilà. Soit au total 780 pages, très inégalement réparties, par le fait que les 2 premiers tomes correspondent à un temps académique, celui de la soutenance du DEA, 1980, j'ai retenu la date du document de Mansal, et cette échéance va structurer le contenu en 2 étapes, chacune un tome, avec des sections structurantes, bibliographie, notes, références, annexes qui vont consacrer l'autonomie du document. Là, je parle du DEA. Quand lui sera additionné le 3e tome, dans le cadre d'un autre temps académique, celui du magistère, 1984, 4 années plus tard, ce qui aurait pu constituer une fracture dans la continuité du document n'a pas affecté son homogénéité grâce au déroulement de l'enquête du terrain. C'est-à-dire que la performance académique n'a pas affecté l'essence et la nature et la quintessence de l'enquête qui avait été entamée. Donc elle s'est juste produite. Alors, il a arrêté son enquête, il a présenté le débat, ensuite, de nouveau, arrêté son enquête, il y a un temps d'arrêt, il n'a pas arrêté l'enquête, juste un temps d'arrêt pour s'occuper du document de la forme académique, comment le transférer en document académique. Ensuite, il est retourné toujours dans le fil de son enquête, et en ayant gardé bien sûr l'esprit du chercheur, parce que c'est ça, c'est un travail de chercheur, l'universitaire arrive au moment de la transcription des résultats de l'enquête en forme académique. À la limite, on peut même dire qu'il a été peut-être, je vais avancer un pourcentage tout à fait subjectif, 90% chercheurs et 10% universitaires, puisque en gros, je crois qu'il ne s'est pas tellement occupé de sa carrière universitaire, il faut le dire. Elle s'est faite au dépens de sa carrière universitaire. Voilà. Alors, d'ailleurs, au passage, je voudrais remercier le premier directeur de thèse, Fred Al-Sarboul, lui et Bendienne et Cholet, je crois, et le deuxième directeur du magistère, directeur de thèse, c'est Nedzel Marouf, professeur, auquel il faut rendre hommage parce que ce sont ceux qui lui ont permis de transformer son travail immense en un document académique dont aujourd'hui, nous avons la chance de l'apprécier et de lui donner une forme pérenne. Quand lui, ce qui aurait pu constituer une fracture, l'auteur est parti de 3 notions, 3 concepts, instruments d'approche. La nébuleuse théâtrale, ensuite la forme nébuleuse théâtrale, et ensuite les conglomérats. Là, je vais peut-être aborder ce concept, cet instrument, en utilisant un terme qui est peut-être aujourd'hui beaucoup plus adapté, qui est les communautés de pratique. Alors, pour lui, la nébuleuse, le terme nébuleuse regroupe un ensemble d'individus, de personnes qui pratiquent des rituels ou qui pratiquent des formes artistiques, chacun dans son côté, mais sans avoir conscience que ceci est une pratique globale, générale, faite par d'autres personnes. Et ensuite, par une dynamique, une synergie culturelle qui se développe en rapport avec une conscience nationale, avec le mouvement de libération. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de 1949 à 1980. Donc 2 décennies avant l'indépendance et 2 décennies après l'indépendance,
il y a un phénomène d'écrémage, si vous voulez, qui fait que ces énergies se retrouvent parce qu'elles ont, c'est des énergies qui résultent des mêmes pratiques communautaires au sens artistique du terme, et qui font que petit à petit, elles donnent ensuite naissance aux différents conglomérats. Le premier conglomérat, c'est le conglomérat primaire, le deuxième transitoire et le troisième autonome. Pour expliquer très simplement, le conglomérat primaire, c'est la prise de conscience des différents éléments de la nébuleuse, qu'il y a d'autres personnes comme elle qui s'intéressent à cette forme d'art, et donc il crée des petits groupes qu'il appelle les conglomérats primaires. Des petits groupes, et dans certains cas, c'est des îlots. On verra à quoi ça correspond. Ensuite, ces conglomérats primaires qui peuvent naître au niveau des foyers, les NADI, les syndicats, les écoles primaires, le scoutisme, tous ces espaces où le substrat culturel social peut s'exprimer en toute liberté et bien sûr souvent dans la clandestinité, la semi-clandestinité par rapport au pouvoir colonial, ce sont des espaces qui regroupent des énergies, elles sont additionnées et elles finissent par se développer en conglomérat de transition. Conglomérat de transition, on passe du regroupement de l'école primaire ou des scouts ou du foyer syndical, tous les foyers, toutes les activités corporatives avaient des NADI, c'est pas des clubs, c'est des NADI, des foyers, le terme est peut-être juste pour l'illustration, le service de nettoyage de la commune d'Oran, donc ce qu'on appelle les éboueurs, d'accord, avait une troupe théâtrale. Ils avaient un syndicat, c'est difficile à croire aujourd'hui. C'est le service de nettoyage de la commune d'Oran. Ils avaient un syndicat et ils avaient une troupe théâtrale. Alors je ne vous dis pas le reste pour les écoles, pour les lycées, pour les différents clubs de scouts, etc. C'est pour ça que je vous dis c'est une coupe transversale de la société en effervescence dans les années 60 et 70. Mais bien sûr, bien avant, voilà. Le conglomérat autonome, qui est la forme finale, ça correspond à peu près aux troupes théâtrales qui deviennent autonomes, c'est-à-dire qui vivent, entre guillemets, avec des subventions et de l'aide, de leur métier. C'est des regroupements de personnes qui font du métier, enfin qui font du théâtre leur métier. Et alors là, on arrive bien sûr au moment où il va y avoir, selon bien sûr comment dirais-je, l'étude que Mohamed Denis a faite, il va y avoir malheureusement je dirais la collision, pas la collusion, la collision de ces troupes, de ces conglomérats autonomes avec le théâtre national. Ça arrive après les années 60, la création du théâtre national et il utilise le terme, la salarisation des acteurs, qui va mettre un terme à énormément de motivation, d'initiative et bien sûr de créativité, ce qui est très important. Les activités, l'activité de représentation et d'irradiation de l'histoire, ce qui est aujourd'hui. Bon, on va essayer de faire. J'ai un schéma, voilà, voilà, désolé. C'est l'irradiation. On va essayer. Ici. On va se passer là.
s'il vous plaît. Bon, j'avais fait un schéma que je vous ai montré, on n'a pas téléchargé, mais j'ai une copie ici. Je le montrerai tout à l'heure, c'est très important. Je l'ai sur PowerPoint, c'est uniquement pour illustrer comment fonctionnent les activités de représentation et d'irradiation. Alors, elles fonctionnent, je vais résumer, elles fonctionnent sous la forme de 4 cercles concentrés. Le premier, donc le premier cercle, c'est orange, d'accord. Le deuxième cercle, celui-ci, c'est ce qu'il appelle, bon, le premier c'est le centre organique, la zone organique centrale. Le deuxième, la zone intermédiaire, sur cycle, Elat, Mouchen, Bnissa, Farzur, Rizan. La troisième, les zones d'irradiation principales, les wilayas, si de la baisse, à l'époque, le terme qu'il utilisait c'est l'islam, c'était encore Chlef, Mostaganem, Tiaret, Saïda, Mascara. J'ai le schéma, je vais le montrer. Et ensuite, l'irradiation maximum, c'est Blida, Tizi Ouzou, Alger, Tlemcen, Béchar, Annaba et Constantine. Voilà. Alors, pour la carte, si vous voulez, des nébuleuses à l'époque, je vais le montrer en PowerPoint. Il y a 3 nébuleuses à l'époque. Lui, dès le départ, il dit mon objet de recherche et mon enquête, c'est la nébuleuse Oran. Mais il travaille aussi, il présente la preuve, il a fait tout le territoire et il donne une image un peu des activités, de l'activité théâtrale et des tonalités aussi d'autres régions du pays. Mais il indique qu'il y a 3 nébuleuses centrales. Il y a celle d'Orange, c'est son objet de recherche et son corpus. Il y a la nébuleuse d'Alger sur 2 villes, Alger et Guida, et il y a la nébuleuse de Constantine sur 3 villes qui irradient sur Annaba et Sétif. Donc voilà un peu les activités de représentation et d'irradiation. Les activités d'irradiation et de représentation et d'irradiation, ce sont les activités qui permettaient d'abord la naissance d'un groupe théâtral bien formé, assez engagés dans leur activité théâtrale et qui, par le biais de l'échange, des voyages, le biais des rencontres, des festivals, etc., finit par irradier et insuffler tout autour de la naissance de petits groupes qui vont naître de la même manière, c'est-à-dire conglomérat primaire, ensuite transitoire, et ensuite autonome. C'est une façon de comprendre qu'il y a des sens. Pardon, excusez-moi. Qu'il y a des flux et des développements qui forcément ne fonctionnent pas nécessairement à l'échelle, disons, homogène du pays, mais qu'il y a des centres d'irradiation, et c'est à partir des centres d'irradiation qu'on peut peut-être donner une image de ce qu'est l'activité théâtrale avant l'indépendance et après. Alors pour avant l'indépendance, bien sûr, il mentionne ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les îlots. Il parle des îlots de Fidaïn, des îlots du Fida, et les îlots, c'est des petits regroupements des détenus, tous les Algériens qui étaient enfermés dans les prisons se rencontraient et créaient une activité intense. Et il dit bien sûr que la troupe Shadab d'Oran
a perdu les 3/4 de ses troupes sont morts au champ d'honneur. Les 3/4. Alors il donne aussi les noms de Mehdi et Boutlédis qui ont commencé d'abord leur activité, dans l'activité théâtrale, leur engagement vers ensuite l'engagement dans la lutte pour l'indépendance. Donc ce sont les activités de représentation et d'irradiation. Les foyers, les premières nébuleuses de masse de l'indépendance ont une activité de représentation et d'irradiation principalement centrée au niveau des villes. Il le dit, le théâtre en Algérie est une pratique urbaine au départ, dans les années. Les supports événementiels essentiels de l'activité théâtrale sont les systèmes socio-éducatifs et les organisations nationalistes. Voilà. L'activité de représentation et d'irradiation perfectionnera le genre manifeste théâtral qui apparaîtra lors des festivals, notamment les festivals nationaux et le festival de théâtre amateur à Moustaghanem. Il élargira ses bases citadines et couvrira peu à peu l'ensemble des villes et moyennes et les périphéries immédiates des villes, en direction notamment des domaines autogérés. L'activité de représentation et d'irradiation élargit spectaculairement ces terrains d'évolution et s'exprime par l'intermédiaire du manifeste patriotique et révolutionnaire. Alors, bien sûr, il mentionne les 3 nébuleuses, la nébuleuse de Rouen, la nébuleuse d'Alger et la nébuleuse de Constantine. Ces notions renvoient en fait à des communautés pratiques mouvantes, flexibles, évanescentes, autant dans l'espace que dans le temps. C'est vrai, il dit, un groupe peut naître après une réunion et ensuite il peut disparaître parce que le leader est parti pour des raisons professionnelles ou autres, ailleurs, service national parfois, etc. Elles sont souvent éphémères et conditionnées, aussi bien par la nature du tissu social dans lequel elles évoluent, contexte rural, urbain, corporatif, scolaire, festif, scoutisme, foyer, nedi, madrasa, etc., que par les itinéraires professionnels, individuels et particuliers, jeunesse, adolescence et âge adulte, des éléments qui les composent. C'est un objet de recherche mouvant, très fluide, difficile à saisir dans une forme statique et ou pérenne. Et elle se décline aussi géographiquement sous la forme de cercles concentriques. Bon, c'est l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà. Il me semble que cet aspect est quand même relativement important parce que je vais aborder les formats théâtrales et les sphères voisines. Alors, les formes théâtrales que l'on retrouve dans les nébuleuses, elles sont profondément adossées, enracinées dans ce qu'il appelle les sphères voisines. Les sphères voisines, ça n'est rien d'autre que la poésie, la tradition orale, les poèmes, le melhoun, les contes, les légendes, l'épopée, le malhama. Et dans la pratique de ce patrimoine, parce qu'il y a je dirais une continuité et une tradition des pratiques de ce patrimoine, il y a des formes que l'on peut dire athéâtrales, en ce sens que on pratique ces formes d'une manière telle que ces formes vont être reprises sur la scène plus tard. D'accord? Et je fais allusion en particulier, par exemple, à l'art déclamatoire. L'articulation, la respiration, la prononciation, les silences, la narration, tout ça c'est des arts. Et accompagné du deuxième aspect qui est la prosodie, c'est-à-dire les allitérations, les consonances, les rimes, le rythme, la rythmique, etc. Tout ça relève du domaine des arts lyriques. Mais c'est exactement ce qui est repris sur la scène plus tard dans les formes pré-théâtrales. Et on peut dire que de ce point de vue, ce qui distingue les deux, et ça c'est un autre aspect à aborder, c'est que les formes athéâtrales, donc celles qui s'enracinent dans les sphères voisines, s'adressent à un sens qui est lui.
Et elle développe des communautés de pratique de gens, d'une part, des spécialistes qui savent compter, qui savent narrer, qui savent reproduire un imaginaire, et d'autre part, à une communauté de gens qui savent écouter, parce que c'est aussi un art de savoir écouter. Il y a des techniques et il y a des moments où on peut intervenir, où on peut prendre la parole, où on peut bien sûr exprimer un point de vue ou une admiration à l'égard du conteur. Le deuxième, des formes pré-théâtrales, c'est l'image, peut-être la meilleure, c'est le halqa, c'est celle du Meddah, en l'occurrence, où on associe non seulement le sens de l'ouïe, mais aussi on associe la vision, l'audiovisuel, mais de façon, le micro-audiovisuel de façon artisanale, ou artistique, pas artisanale, mais artistique, en l'occurrence, la manière dont le locuteur, le narrateur, raconte d'une part, mais aussi interprète et joue d'autre part. Et là, on est vraiment dans le pré-théâtral, c'est ce que fera Oulad Rahman Kaki, la transposition de la halqa sur la scène, et que développera Al-Mula aussi plus tard sous d'autres formes. Et Mohamed Dili avait, je pense qu'il avait établi vraiment les bases de comment opérer ce glissement d'une scène, il appelle ça des plateformes et réceptacles de représentation, que sont les usines, les écoles, les places publiques, les foyers syndicaux, les villages autogérés, tous ces plateformes et réceptacles de représentation s'emmenaient en parallèle à côté des plateformes et spectacles traditionnels, lui dit, qui ont été créés par le pouvoir colonial, mais pour une autre pratique qui était celle de l'opéra, des comédies musicales et autres, et qui n'était pas adaptée à cette forme de représentation à partir de la scène ou des formes pré-théâtrales incluses et ayant une vie dont le substrat, encore une fois, le substrat, l'espère voisine, le substrat social et culturel. Pour lui, ça a été une manière pour les pratiquants, les actants et les acteurs de l'époque, c'était une manière de s'inventer un espace d'expression qui n'avait pas été à l'époque produit, mis à la disposition de ces actants et acteurs par l'État. Et donc, ce besoin de créer a débordé un peu les institutions d'État et s'est exprimé sur des espaces qui étaient beaucoup plus des espaces qui correspondaient à des espaces traditionnels plutôt que aux espaces hérités de la période coloniale. On peut dire aussi que ça ressemble un peu à l'époque de la guerre du Vietnam aux États-Unis, à un théâtre qui s'appelle le théâtre du happening, où les acteurs allaient à la sortie des universités ou des usines et jouaient sur place en déposant un sac et en demandant aux gens d'imaginer que le sac représente un palais ou autre, je ne sais pas. Et là, j'arrive à la conclusion. Alors, il me semble que ce dont on peut vraiment se réjouir, à mon avis, c'est qu'on a un ouvrage qui a une portée didactique incroyable. Alors, je pense que cet aspect, la constitution fluide, éphémère et parfois évanescente du corpus, détermine fondamentalement les étapes et les processus de l'enquête. Je dois le dire, et j'ai eu l'occasion, et peut-être qu'un jour on fera un travail là-dessus, je dois dire que pratiquement tous les doctorats ou magistères qui se sont
qui ont été soutenus jusque dans les années, début des années 80, et ce n'est pas pour minimiser le travail des collègues qui sont arrivés après, sont des travaux académiques, mais qui sont nés à partir de l'enquête. À partir de l'enquête, c'était des enquêtes. J'ai eu l'occasion, je ne vais pas citer des personnes, mais j'ai eu l'occasion déjà de voir pas mal de thèses qui ont été publiées et qui donnent ces résultats. Je peux peut-être au moins signaler le travail de Mahiou, qui est venu et qui l'a présenté ici, et qui est un travail qui montre que c'était un universitaire, mais c'est un universitaire qui a d'abord été sur le terrain, et son travail, son parcours, c'est le résultat du terrain. Il y a aussi le travail de Monagat, on avait dit, qui est un travail sur la révolution agraire, aussi une thèse de 1000 pages et qui bientôt sera publiée. Donc on voit que c'est des documents, c'est des travaux académiques, mais qui sont l'aboutissement de longues enquêtes sur le terrain. Ça c'est très très important. Il ne suffit pas d'aller dans une bibliothèque, faire des synthèses et dire bon, voilà, je présente. Et d'où l'originalité. Le deuxième aspect, celui-ci, initié à partir du terrain des expériences observées, parfois vécues. C'est ça. C'est-à-dire transférer l'observation d'expériences d'une part, soit vécue, soit observée, mais en tant que témoin. Parce que là, l'avantage de ce travail, c'est que là, on a un témoignage phénoménal. C'est quand même quelqu'un qui s'est déplacé, qui a vécu avec, et d'ailleurs, ça revient de façon systématique dans son travail, comme c'est juste une synthèse pour pouvoir laisser la parole au débat, de façon systématique, il fait un résumé des problèmes qu'il a eu à obtenir des informations entre les groupes, parce qu'il y avait des compétitions entre eux, et quand il allait, il assistait aux répétitions d'un groupe et posait des questions, etc., quelqu'un du groupe disait à un autre groupe que je était là, et l'autre groupe, forcément, quand il allait vers eux, disait non, 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 parce que il y avait ce sorte comment dirais-je, de motivation, mais aussi de compétition entre les groupes, et il a réussi à pénétrer tous les groupes. Parce que je pense qu'à la longue, ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui faisait un travail scientifique, qui n'avait pas des intérêts, il n'avait pas des ambitions, il n'avait pas, je veux dire, des ambitions de pouvoir ou des ambitions de gloire ou de fortune. C'était quelqu'un qui était profondément animé par l'amour de ce qu'il faisait et l'admiration qu'il avait pour ces jeunes qui lui permettaient d'accéder à leurs secrets. Le troisième aspect, celui-ci, aller vers la synthèse théorique et l'élaboration d'une réflexion didactique, c'est ce dont je viens de parler, son travail est rythmé par des arrêts de réflexion, un métadiscours sur la méthodologie. Un discours, la méthodologie la met en pratique, mais il a aussi un discours sur la méthodologie qu'il met en pratique, et ensuite sur ce qu'il va faire ensuite. Et faire accéder la pratique théâtrale en Algérie au rang d'un discours universitaire sur l'évolution d'une esthétique traditionnelle. À mon avis, son travail, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire faire que, bon, c'est arrivé bien plus tard, bien sûr, mais faire que on crée des départements d'art dramatique et que l'on donne à l'art dramatique une essence et une âme d'universitaire, que l'art dramatique devienne, ce serait un rêve, devienne une pratique, et là il le déplore, une pratique, parce qu'à l'époque, les écoles avaient des troupes, des groupes théâtraux, les lycées avaient, et ils les donnent la liste, hein, les écoles, des lycées, des syndicats, des différents groupes de scouts. Toutes les entreprises avaient un syndicat et avaient une troupe théâtrale. Hein, vous avez la troupe de la Sonélec, la troupe de la Sonipec, la troupe de je ne sais trop quoi. Et son rêve, hein, et le propos et l'objectif de son travail, c'était que ceci devienne
l'objet d'une recherche universitaire, mais fondée sur une esthétique traditionnelle. Et le dernier point, ce n'est que comme ça qu'on peut, nous, contribuer au patrimoine au patrimoine culturel universel, à condition, comme le disait tout à l'heure mon professeur Méani, à condition d'abord de se reconnaître, nous, ce que l'on est, et ensuite peut-être que les autres qui viendront s'intéresser à nous finiront par voir ce qu'il y a de spécifique à la nature de notre culture, de notre société, et bien sûr au mérite qui revient à tous ceux qui ont porté cette recherche. Je voudrais quand même ne pas terminer sans rendre hommage, encore une fois très important, et je vais nommer les personnes, à l'équipe. Alors, dans cette équipe, il y a les chevilles ouvrières. Il y a Madame Bahmed, je n'ai pas son prénom, il y a Madame Boukli, Malika, il y a Madame Benhenda. Il y a, ceci n'aurait pas été possible sans la volonté du président de la commission de lecture, le professeur Mélanie Mohamed, ici présent, et je dois aussi rendre hommage à deux directeurs qui ont tout fait pour que ceci aboutisse, Dr Mstadi Jilali et Dr Mouloudji Soraya, qui ont été aussi, je pense, ils ne nous ont pas lâché une seconde pour faire aboutir ce travail, et je vous remercie.